René Guénon, aperçu sur l'initiation. Chapitre 29. Opératif et spéculatif. Lorsque nous avons traité la question des qualifications initiatiques, nous avons fait allusion à une certaine méprise très répandue sur le sens du mot opératif, et aussi par suite sur celui du mot spéculatif, qui est en quelque sorte l'opposé. Et comme nous le disions alors, il nous paraît qu'il y a lieu d'insister plus spécialement sur ce sujet, parce qu'il y a un étroit rapport entre cette méprise et la méconnaissance générale de ce que doit être réellement l'initiation. Historiquement, si l'on peut dire, la question se pose d'une façon plus particulière à propos de la maçonnerie, puisque c'est là que les termes dont il s'agit sont employés habituellement. Mais il n'est pas difficile de comprendre qu'elle a au fond une portée beaucoup plus étendue, et qu'il y a même là quelque chose qui, suivant des modalités diverses, est susceptible de s'appliquer à toutes les formes initiatiques. C'est ce qui en fait toute l'importance au point de vue où nous nous plaçons. Le point de départ de l'erreur que nous signalons consiste en ceci. Du fait que la forme de l'initiation maçonnique est liée à un métier, ce qui d'ailleurs, comme nous l'avons indiqué, est fort loin d'être un cas exceptionnel, et que ces symboles et ces rites, en un mot ces méthodes propres, dans tout ce qu'elles ont de spécifique, prennent essentiellement leur appui dans le métier de constructeur, on en est arrivé à confondre opératif avec corporatif, s'arrêtant ainsi à l'aspect le plus extérieur et le plus superficiel des choses, ainsi qu'il est naturel pour qui n'a aucune idée, ni même aucun soupçon de la réalisation initiatique. L'opinion la plus répandue pourrait donc se formuler ainsi. Les maçons opératifs étaient exclusivement des hommes de métier. Peu à peu, ils acceptèrent parmi eux, à titre honorifique en quelque sorte, des personnes étrangères à l'art de bâtir. Petite note. En fait, ces personnes devaient cependant avoir tout au moins quelques liens indirects avec cet art, ne fût-ce qu'à titre de protecteur ou patron au sens anglais de ce mot. C'est d'une façon analogue que plus tard, les imprimeurs, dont le rituel était constitué dans sa partie principale par la légende de Faust, acceptèrent tous ceux qui avaient quelque rapport avec l'art du livre, c'est-à-dire non seulement les libraires, mais aussi les auteurs eux-mêmes. Fin de la note. Mais finalement, il arriva que ce second élément devint prédominant. Et c'est de là que résulta la transformation de la maçonnerie opérative en maçonnerie spéculative, n'ayant plus avec le métier qu'un rapport fictif ou idéal. Cette maçonnerie spéculative date, comme on le sait, du début du XVIIIe siècle. Mais certains, constatant la présence de membres non ouvriers dans l'ancienne maçonnerie opérative, croient pouvoir en conclure que ceux-là étaient déjà des maçons spéculatifs. Dans tous les cas, on semble penser d'une façon à peu près unanime que le changement qui donna naissance à la maçonnerie spéculative marque une supériorité par rapport à ce dont celle-ci est dérivée, comme si elle représentait un progrès dans le sens intellectuel et répondait à une conception d'un niveau plus élevé. Et on ne se fait pas faute à cet égard d'opposer les spéculations de la pensée aux occupations de métier, comme si c'était là ce dont il s'agit quand on a affaire à des choses qui relèvent non pas de l'ordre des activités profanes, mais du domaine initiatique. En fait, il n'y avait anciennement d'autres distinctions que celles des maçons libres, qui étaient les hommes de métier, s'appelant ainsi à cause des franchises qui avaient été accordées par les souverains à leurs corporations. Et sans doute aussi, nous devrions peut-être même dire avant tout, parce que la condition d'homme libre de naissance était une des qualifications requises pour être admis à l'initiation, et des maçons acceptés, qui eux n'étaient pas des professionnels, et parmi lesquels une place à part était faite aux ecclésiastiques, qui étaient initiés dans des loges spéciales, pour pouvoir remplir la fonction de chapelain dans les loges ordinaires. Petite note. On ne peut, sans détourner complètement les mots de leur sens légitime, donner une autre interprétation à l'expression « né libre », « freeborn », appliquée aux candidats à l'initiation, et qui n'a assurément rien à voir avec l'affranchissement de soi-disant préjugés quelconques. D'autre part, ces loges étaient dites Lodges of Jachin, et le chapelain lui-même était appelé Brother Jachin dans l'ancienne maçonnerie opérative. Fin de la note. Mais les uns et les autres étaient également, bien qu'à des titres différents, des membres d'une seule et même organisation,
qui était la maçonnerie opérative. Et comment aurait-il pu en être autrement alors qu'aucune loge n'aurait pu fonctionner normalement sans être pourvue d'un chapelain, donc sans compter tout au moins un maçon accepté parmi ses membres. Petite note. En réalité, nous devrions même dire qu'elle en comptait obligatoirement deux, l'autre étant un médecin. Fin de la note. Il est exact par ailleurs que c'est parmi les maçons acceptés et par leur action qui s'est formée la maçonnerie spéculative. Et ceci peut en somme s'expliquer assez simplement par le fait que, n'étant pas rattaché directement au métier, et n'ayant pas par là même une base aussi solide pour le travail initiatique sous la forme dont il s'agit, ils pouvaient, plus facilement ou plus complètement que d'autres, perdre de vue une partie de ce que comporte l'initiation. Et nous dirons même la partie la plus importante, puisque c'est celle qui concerne proprement la réalisation. Petite note. Nous avons déjà marqué cette différence précédemment à propos de l'état actuel du compagnonnage et de la maçonnerie. Les compagnons appellent volontiers les maçons leurs frères spéculatifs. Et en même temps que cette expression implique la reconnaissance d'une communauté d'origine, ils y entrent parfois aussi une certaine nuance de dédain qui, à vrai dire, n'est pas entièrement injustifiée, ainsi qu'on pourra le comprendre par les considérations que nous exposons ici. Fin de la note. Encore faut-il ajouter qu'ils étaient peut-être aussi, par leur situation sociale et leurs relations extérieures, plus accessibles à certaines influences du monde profane, politique, philosophique ou autre, agissant également dans le même sens, en les distrayant dans l'acception propre du mot, du travail initiatique, si même elle n'allait pas jusqu'à les amener à commettre de fâcheuses confusions entre les deux domaines, ainsi que cela ne s'est vu que trop souvent par la suite. C'est ainsi que, tout en étant partie de considérations historiques pour la commodité de notre exposé, nous touchons au fond même de la question. Le passage de l'opératif au spéculatif, bien loin de constituer un progrès, comme le voudraient les modernes qui n'en comprennent pas la signification, est exactement tout le contraire au point de vue initiatique. Il implique non pas forcément une déviation à proprement parler, mais du moins une dégénérescence au sens d'un amoindrissement. Et comme nous venons de le dire, cet amoindrissement consiste dans la négligence et l'oubli de tout ce qui est réalisation. Car c'est là ce qui est véritablement opératif, pour ne plus laisser subsister qu'une vue purement théorique de l'initiation. Il ne faut pas oublier en effet que spéculation et théorie sont synonymes. Et il est bien entendu que le mot théorie ne doit pas être pris ici dans son sens originel de contemplation, mais uniquement dans celui qu'il a toujours dans le langage actuel, et que le mot spéculation exprime sans doute plus nettement, puisqu'il donne, par sa dérivation même, l'idée de quelque chose qui n'est qu'un reflet, comme l'image vue dans un miroir, c'est-à-dire une connaissance indirecte par opposition à la connaissance effective qui est la conséquence immédiate de la réalisation, ou qui plutôt ne fait qu'un avec celle-ci. Petite note, le mot speculum en latin signifie en effet miroir. Fin de la note. D'un autre côté, le mot opératif ne doit pas être considéré exactement comme un équivalent de pratique, en tant que ce dernier terme se rapporte toujours à l'action, ce qui est d'ailleurs strictement conforme à son étymologie, de sorte qu'il ne saurait être employé ici sans équivoque ni impropriété. Petite note. Il y a là en somme toute la différence qui existe en grec entre les sens respectifs des deux mots praxis et poésis. Fin de la note. En réalité, il s'agit de cet accomplissement de l'être qu'est la réalisation initiatique, avec tout l'ensemble des moyens des divers ordres qui peuvent être employés en vue de cette fin. Et il n'est pas sans intérêt de remarquer qu'un mot de même origine, celui d'œuvre, est aussi usité précisément en ce sens dans la terminologie alchimique. Il est dès lors facile de se rendre compte de ce qui reste dans le cas d'une initiation qui n'est plus que spéculative. La transmission initiatique subsiste bien toujours, puisque la chaîne traditionnelle n'a pas été interrompue. Mais au lieu de la possibilité d'une initiation effective toutes les fois que quelque défaut individuel ne vient pas y faire obstacle, on n'a plus qu'une initiation virtuelle, et condamnée à demeurer telle par la force même des choses, puisque la limitation spéculative signifie proprement que ce stade ne peut plus être dépassé.
tout ce qui va plus loin étant de l'ordre opératif par définition même. Cela ne veut pas dire, bien entendu, que les rites n'aient plus d'effet en pareil cas, car ils demeurent toujours, et même si ceux qui les accomplissent n'en sont plus conscients, le véhicule de l'influence spirituelle. Mais cet effet, pour ainsi dire, différé quant à son développement en acte. Et il n'est que comme un germe auquel manquent les conditions nécessaires à son éclosion, ces conditions résidant dans le travail opératif par lequel seule l'initiation peut être rendue effective. À ce propos, nous devons encore insister sur le fait qu'une telle dégénérescence d'une organisation initiatique ne change pourtant rien à sa nature essentielle, et que même la continuité de la transmission suffit pour que, si des circonstances plus favorables se présentaient, une restauration soit toujours possible. Cette restauration devant alors nécessairement être conçue comme un retour à l'état opératif. Seulement, il est évident que plus une organisation est ainsi amoindrie, plus il y a de possibilités de déviation, au moins partielles, qui d'ailleurs peuvent naturellement se produire dans bien des sens différents. Et ces déviations, tout en n'ayant qu'un caractère accidentel, rendent une restauration de plus en plus difficile en fait, bien que malgré tout, elle demeure encore possible en principe. Quoi qu'il en soit, une organisation initiatique possédant une filiation authentique et légitime, quel que soit l'état plus ou moins dégénéré auquel elle se trouve réduite présentement, ne saurait assurément jamais être confondue avec une pseudo-initiation quelconque, qui n'est en somme qu'un pur néant, ni avec la contre-initiation, qui, elle, est bien quelque chose, mais quelque chose d'absolument négatif, allant directement à l'encontre du but que se propose essentiellement toute véritable initiation. Petite note. Nous avons eu à diverses reprises l'occasion de constater que de telles précisions n'étaient nullement superflues. Aussi devons-nous protester formellement contre toute interprétation tendant, par une confusion volontaire ou involontaire, appliquée à une organisation initiatique quelle qu'elle soit, ce qui dans nos écrits se rapporte en réalité soit à la pseudo-initiation, soit à la contre-initiation. Fin de la note. D'autre part, l'infériorité du point de vue spéculatif, tel que nous venons de l'expliquer, montre encore comme par surcroît que la pensée cultivée pour elle-même ne saurait en aucun cas être le fait d'une organisation initiatique comme telle. Celle-ci n'est point un groupement où l'on doit philosopher ou se livrer à des discussions académiques, non plus qu'à tout autre genre d'occupation profane. Petite note. Nous n'avons jamais pu comprendre ce que voulait dire au juste l'expression de société de pensée, inventée par certains pour désigner une catégorie de groupement qui paraît assez mal définie, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que, même s'il existe réellement quelque chose à quoi cette dénomination puisse convenir, cela ne saurait en tout cas avoir le moindre rapport avec quelque organisation initiatique que ce soit. Fin de la note. La spéculation philosophique, quand elle s'introduit ici, est déjà une véritable déviation, tandis que la spéculation portant sur le domaine initiatique, si elle est réduite à elle-même au lieu de n'être, comme elle le devrait normalement, qu'une simple préparation au travail opératif, constitue seulement cet amoindrissement dont nous avons parlé précédemment. Il y a encore là une distinction importante, mais que nous croyons suffisamment claire pour qu'il ne soit pas nécessaire d'y insister davantage. En somme, on peut dire qu'il y a déviation, plus ou moins grave suivant les cas, toutes les fois qu'il y a confusion entre le point de vue initiatique et le point de vue profane. Ceci ne doit pas être perdu de vue lorsqu'on veut apprécier le degré de dégénérescence auquel une organisation initiatique peut être parvenue. Mais en dehors de toute déviation, on peut toujours d'une façon très exacte appliquer les termes opératif et spéculatif à l'égard d'une forme initiatique quelle qu'elle soit. Et même si elle ne prend pas un métier comme support, en les faisant correspondre respectivement à l'initiation effective et à l'initiation virtuelle.